Bonjour à tous, donc on poursuit la correction de l'exercice type portant sur les lois de Kepler. Donc on s'était arrêté au niveau de la question 9, on avait réussi enfin il s'agissait de montrer que la valeur de la vitesse de la planète, enfin d'une planète qui gravite autour du Soleil, pouvait s'écrire sous cette forme-là. Donc, on en était arrivé à l'idée suivante, c'est que tout vecteur accélération peut se décomposer dans la base de Freinet sous cette forme-là. Donc, avec la coordonnée suivant t, donc la composante tangentielle, qui s'écrivait obligatoirement dv sur dt, avec v la valeur justement de l'objet qui se déplace, et l'accélération normale, hein, coordonnée donc suivant la normale, la composante normale, qui s'écrit obligatoirement v carré sur r, r étant le rayon du cercle. Donc, d'une part, on a la décomposition générale de tout vecteur accélération dans la base de Freinet, et précédemment, on avait exprimé dans notre cas de figure le vecteur accélération de la planète qui gravite autour du Soleil. Donc, il s'agit juste d'établir un petit rapprochement entre ces deux quantités-là. Donc, finalement, on peut en déduire l'idée suivante, c'est que l'accélération de la planète possède uniquement une composante suivant la normale. D'accord? Donc, finalement, ce qu'on appelle la composante suivant la normale, c'est la quantité qui se trouve justement devant le vecteur unitaire normal. Donc, AN est la composante suivant la normale. Tout comme cette quantité-là que j'encadre constitue finalement la composante normale du vecteur accélération. Donc, l'équivalent, ici, ça c'est la composante normale. Et donc, AT, c'est la composante tangentielle. Donc, la composante tangentielle, c'est la quantité qui se trouve devant le vecteur unitaire t. Et nous, on constate que dans notre cas de figure, le vecteur accélération possède uniquement une composante suivant la normale. Enfin, si, on peut aussi dire qu'elle possède une composante suivant la tangentielle, hein. De manière artificielle, on peut dire que cette composante vaut 0. D'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Donc, une composante tangentielle qui vaut 0. Alors, quelle est la relation qui va nous permettre de nous sauver un petit peu enfin, qui va nous permettre d'établir l'expression du vecteur vitesse? Ben, tout simplement, finalement, ici, cette quantité-là, c'est la composante normale, donc c'est AN. Et finalement, on sait que AN égale V carré sur R. Ça, c'est toujours vrai, hein. Ça, c'est une relation qui est toujours vraie. Lorsqu'on décompose un vecteur accélération dans la base de Freinet, la composante normale du vecteur accélération est toujours égal à v carré sur r, avec r le rayon de courbure. Donc on a an qui vaut v carré sur petit r. Alors il n'y a plus qu'à expliciter et à travailler donc cette relation-là. Ça nous donne donc égal, donc expression non vectorielle, hein. Une composante c'est non vectoriel, hein. Et donc on simplifie par r, ce qui implique v carré, donc v carré égale gms sur r, ce qui implique que v égale plus ou moins racine carrée de cette quantité-là. Étant donné que la vitesse est une grandeur positive, hein, toujours la valeur d'une grandeur en physique, c'est toujours positif. Donc on va prendre uniquement plus racine carrée de gms sur r. Donc voici qu'on répond à la question 9. On a réussi à établir l'expression du vecteur vitesse. Alors, une petite remarque. Donc, c'est dans ces instants-là que finalement je suis assez fier de faire de la physique-chimie, parce que faisons parler un petit peu cette relation. Donc, et c'est là qu'on constate que finalement la physique-chimie constitue vraiment une science prédictive. Donc là, finalement, revenons-en un petit peu à notre problème. Ben, finalement, on vient de réussir à exprimer la valeur de la vitesse d'une planète quelconque qui gravite autour du Soleil. Et en fait, on vient de démontrer, bien sûr, hein, c'est vérifié dans la réalité, hein. La physique-chimie a pour objectif de modéliser les situations réelles, hein, d'accord, et de proposer des modèles qui sont valables.
Donc là, finalement, on constate qu'on vient d'établir l'expression de la vitesse d'une planète quelconque qui gravite autour du Soleil. Eh bien, finalement, la conclusion est la suivante. La vitesse d'une planète qui gravite autour du Soleil ne dépend pas de la masse de la planète. Donc ça, déjà, on constate que la masse petit m n'intervient pas dans la relation. Donc la vitesse d'une planète qui gravite autour du Soleil n'est pas liée à sa masse, ça ne dépend pas de la masse de la planète, ça dépend uniquement de la masse de l'astre attracteur, donc là le Soleil, et ça dépend aussi de la distance à laquelle se situe la planète, petit r. Alors, question suivante. En déduire qui de Saturne ou de Uranus possède la vitesse orbitale la plus élevée. Justifié. Alors Uranus est une planète qui se trouve plus loin du Soleil. Donc Uranus est plus éloigné du Soleil que Saturne. Donc ça signifie que le rayon du cercle décrit par la planète Uranus est supérieur donc au rayon du cercle décrit par l'orbite circulaire de Saturne. Donc plus r est grand, plus la vitesse est faible. Donc la vitesse de Saturne, donc Saturne étant plus proche, Saturne étant plus proche du Soleil, donc r est plus petit, la vitesse de Saturne est supérieure à la vitesse d'Uranus. Donc la vitesse, et c'est là aussi, je suis particulièrement fier de faire de la physique, c'est que finalement on vient de démontrer la chose suivante, c'est qu'une planète, plus elle est éloignée de la Terre, plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa vitesse est faible, plus sa vitesse de rotation est faible. Question suivante. Alors la question suivante, on nous présente un graphe. Donc le graphe ci-dessus représente l'évolution du carré de la période de révolution des planètes Terre, Mars et Jupiter, donc des planètes qui gravitent autour du Soleil, en fonction du cube du rayon de leur orbite respective. Donc voilà, donc t carré en fonction du rayon de ces trajectoires circulaires à la puissance 3. Donc question, montrer que ce graphe est en accord avec la troisième loi de Kepler. Donc, la question est la suivante. Montrer, alors je vous remonte le graphe et la question. Donc montrer que ce graphe est en accord avec la troisième loi de Kepler. Alors que dit la troisième loi de Kepler? Donc la troisième loi de Kepler, que dit-elle? La troisième loi de Kepler nous dit la chose suivante, elle est très claire. La troisième loi de Kepler indique que le carré de la période de révolution d'une planète ou d'un astre autour d'un autre astre attracteur, donc le carré de cette période de révolution est proportionnel, donc avec K qui est la constante de proportionnalité, est proportionnel donc au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Or là, il s'agit plutôt de trajectoire circulaire, donc est proportionnel au rayon, le demi-grand axe correspondant au rayon du cercle, et l'équivalent du rayon du cercle dans le cas d'une trajectoire circulaire, donc est proportionnel au cube du rayon de la trajectoire circulaire. Et effectivement, c'est ce qu'on obtient. On a t carré, la courbe représentative de t carré en fonction de r puissance 3 est une droite passant par l'origine. Donc t carré en fonction de r cube, c'est une fonction linéaire. Et comme c'est une fonction linéaire, on a le droit d'écrire que t carré est proportionnel à r cube. Ce qui est, donc je remonte un petit peu, ce qui est, donc on a t carré qui est proportionnel à r cube, qui est conforme donc à cette fameuse troisième loi donc de Kepler. Question suivante. À l'aide de ce graphe, montrer que t carré sur r cube égale 3 fois 10 puissance moins 19, donc dans les unités du système international. Alors comment faire pour répondre à ce type de questions? Eh bien, que se passe-t-il si on fait t carré
sur R cube. On obtient K. K ici qui est la constante de proportionnalité qui correspond à la valeur du coefficient directeur, donc qui correspond donc à la valeur du coefficient directeur de la droite qui est proposée donc en illustration. Alors pour répondre à cette question, il s'agit juste de reprendre deux petits points. Donc on va prendre ce point-là par exemple, qu'on va appeler B, et on a ce point-là, A. Donc il faut calculer, alors je remonte un petit peu l'image, il faut calculer finalement, pour avoir la constante de proportionnalité, ça correspond au coefficient directeur. Donc c'est YB moins YA, YB moins YA, divisé par XB moins XA. Donc je remonte ici, donc YB moins YA divisé par XB moins XA, hein, c'est la formule mathématique pour calculer les coefficients directeurs. Donc sachant qu'ici on a les XB, YB, et puis alors les coordonnées du point A c'est assez simple, c'est 0 et 0. Et donc finalement il faut travailler avec les unités du système international, hein, parce que le sujet l'impose. Alors ici, on a des mètres puissance 3, donc ça, c'est bien des unités du système international. Donc attention, il faudra faire 40 fois 10 puissance 34, hein, par exemple. Et là, on a 12 fois 10 puissance 16 secondes. Donc finalement, on obtient 12 multiplié par 10 puissance 16 secondes, le tout divisé par 40 fois 10 puissance 34, et on obtient la valeur qui est proposée, donc 3,0 fois 10 puissance moins 19, qui s'exprime donc dans l'unité du système international. On a donc en fait, on a des secondes divisées par des mètres cubes. On peut même préciser ici, ce sont des secondes moins 1, non, au numérateur c'était des secondes, et là des par mètre cube. Voilà. Poursuivons. Alors, en considérant les grandeurs correspondant au mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre, cette relation est-elle aussi vérifiée pour la Lune? Justifiée. Donc, non, absolument pas. Donc, absolument pas. Donc, on peut démontrer donc il y a une relation dans le cours, hein, qui indique t carré sur r cube. Effectivement, c'est égal à une constante, hein, c'est écrit dans la troisième loi de Newton, et c'est égal à 4 pi au carré sur g. Donc cette relation, elle est à connaître, hein. Donc t carré sur r cube, c'est égal à 4 pi carré sur g fois la masse de l'astre attracteur. D'accord? Donc là, attention, attention, dans l'expression de la troisième loi de Kepler, j'insiste, hein, c'est très très important. Dans l'expression de la troisième loi de Kepler, la fameuse constante, c'est 4 pi au carré sur g fois la masse de l'astre attracteur. Donc là, par exemple, dans le cas de figure où on étudiait des planètes qui gravitaient autour du Soleil, l'astre attracteur, c'était le Soleil. Donc ici, dans l'étude qu'on vient de réaliser, cette valeur de constante, la masse de l'astre attracteur, c'était la masse du Soleil. Donc là, par contre, si on veut étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, donc cette fois-ci, la masse de l'astre attracteur, ce ne sera pas la masse du Soleil, ce sera la masse de la Terre. Ce qui signifie que on trouvera aussi une constante, mais qui ne sera pas la même. D'accord? Donc je répète, hein, la valeur de la constante qui est obtenue ici, ça correspond à cette constante-là avec la masse de l'astre attracteur qui est la masse du Soleil. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour ces questions-là. Je vous retrouve pour la suite, hein, pour répondre à la question suivante. Donc on va voir justement que grâce à la troisième loi de Kepler, on va pouvoir déterminer des distances, etc. Ça sera l'objet de la question 14. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo.